Je suis né dans une famille de 4 enfants, j'avais deux enfants plus avant moi. Moi je suis né en janvier 1940, c'était encore pendant la guerre, et bon, j'ai pas trop souffert de la guerre, je me rappelle pas trop, quoi. Sauf que j'ai vu quand les Allemands sont passés, qu'ils ont fait brûler la Louisière, là, donc j'étais là. Bon, après, bon, j'étais à l'école à Saint-Mamin, bon, on faisait 3 km le matin, 3 km le soir, comme tout le monde à ce moment-là, quoi. Bon, après, j'ai pas continué d'études, j'étais à l'école, j'étais assez bon, mais bon, moi, personne n'allait à l'école à ce moment-là. On sortait à 14 ans, bon. La seule chose que je savais faire, c'est que je voulais pas rester paysan comme mon père, parce que c'était une toute petite ferme. Puis j'avais vraiment pas le goût de faire le paysan, quoi. Donc, quand j'ai sorti de l'école, ça devait être à la fin juin ou début juillet 54, et puis le 24 août, j'ai commencé à l'usine. Mon père il connaissait Pierre Heulier, là, le frère au grand patron, et puis il connaissait un peu René Girard, qui était le chef d'équipe. Bon, et il m'a dit, ils prennent des tauliers, tu feras taulier. Je ne savais pas ce que c'était, parti taulier. Tu veux nous parler de cet apprentissage, comment ça s'est passé? Moi, j'ai commencé, à ce moment-là, il faut dire qu'on travaillait 10 heures par jour, et souvent de fois, 6 jours de la semaine, quoi. Quelquefois, après, ça s'est amélioré petit à petit. Mais, dès 14 ans, Ah oui, là, on faisait comme tout le monde. Le taulier, il y avait les carrosseries, les carcasses, c'était des montages en tube, qui venaient des formes qu'on voit un peu sur les images, là. Et nous, il faut les couvrir, ces tôles, alors il faut les former, les angles, avec des maillets, on tapait dessus, ça faisait un bruit d'enfer. C'était tout manuel à l'époque? Ah oui, c'était tout manuel. Ouais. Et il faut les souder, on soudait au chalumeau. Moi, j'ai fait des kilomètres de soudure au chalumeau, quoi. Et après, le chalumeau déformant les tôles, il fallait les redresser, quoi. On avait des boules, des tas pour les redresser. Et quelquefois, il y avait des grands ensembles. Il y avait tout un avant de fourgon ou de car. Tout ça se soudait ensemble. Alors, pour les redresser, il fallait des fois 2-3 gars qui tenaient Nous, apprentis, c'est ce qu'on faisait, on tenait les morceaux pour les gars, et après, il y avait des manœuvres qui nous aidaient à tenir ça. Après, on les mettait en place, on les agrafait, et après, notre boulot, la tôlerie était finie, quoi. Alors bon, on a fait différentes choses, parce que... Ça a commencé par quoi? C'était des cars, principalement? On a fait beaucoup de fourgons dans cette période. Après, c'était des petits cars, comme on a eu là, quoi. Alors là, ça se modernisait un petit peu, quoi, parce que ils avaient changé les formes, alors bon, et puis on a commencé après petit à petit à avoir des presses à étirer, des presses qui formaient en partie les tôles. Donc après c'est venu petit à petit, quoi. Mais au départ, on formait pratiquement tout à la main, quoi. Mais même déjà en 64, on a commencé à faire des pièces de prototype. C'était des pièces qu'il fallait faire bien, quoi, pour les constructeurs. Alors ça, c'était un autre travail, quoi. C'était moins dur. Le prototype, c'était séparé de la tôlerie plus et compagnie. C'était quoi l'objectif du prototype? L'objectif du prototype, c'était les constructeurs, avant de faire les pièces par des presses, ils veulent voir la forme, tout ça, à ce moment-là. On faisait la main, on faisait des ailes, on faisait des pavillons, on faisait pour tester. Des éléments, quoi. C'était pour tester aussi, quoi. Mais alors, bon, c'était pas facile, quoi, parce qu'il fallait faire ces pièces, il fallait faire des soudures. Donc tu faisais ça, là, toi tu es passé au prototype. Il fallait faire disparaître les soudures, il fallait que la pièce soit très belle, juste un coup de peinture dessus. Voilà. Donc là, on a déjà fait ça pratiquement jusqu'en 80, quoi. En 80, j'ai eu une affiche parce que j'avais quelques problèmes d'oreilles, parce qu'on n'était pas protégé les oreilles à ce moment-là. J'avais eu le médecin c'était le docteur Martin à ce moment-là qui était... Et bon, j'avais fait faire des audiogrammes, mais finalement, je n'étais pas assez handicapé pour avoir une maladie professionnelle. Et j'avais vu qu'il y avait une affiche qu'il fallait un contrôleur de réception dans l'usine. Alors bon, je me suis inscrit pour ça, quoi. Puis finalement j'ai été retenu.
Si bien que j'étais sorti du bruit à ce moment-là. Ils m'ont mis à ce moment-là à la métrologie. Alors la métrologie, c'était un service c'est un service de mesure. Hein. La métrologie, c'est des mesures, de contrôler les véhicules. On avait un atelier où il y avait un marbre qui faisait 3 mètres de large, puis 10 mètres de long. Là-dessus, on mettait des véhicules entiers avec des machines à mesurer en 3 dimensions. Alors j'ai appris le métier un peu, là, parce que bon, je connaissais un petit peu ce que c'était qu'un plan en dessin, mais j'avais jamais travaillé vraiment dessus, quoi. Et donc j'étais à la métrologie, alors j'ai fait comme les autres, j'ai mesuré pendant des années un peu. Mais au fil des années, bon, il y a des gens qui étaient là avant moi qui sont partis, il y a des chefs qui sont partis, c'est bien que au bout de quelques années, je me suis retrouvé responsable des services de la métrologie. D'accord. Et là, j'ai appris aussi, parce qu'à ce moment-là, on commençait aussi, l'informatique commençait, donc ça m'intéressait, donc j'ai travaillé avec ça aussi, quoi. C'est bien que j'ai fini ma carrière en 97 comme responsable du service de métrologie. Jusqu'à l'armée, moi j'ai travaillé comme ça. Jusqu'à l'armée. L'armée, c'est en quelle année tu es parti? Alors l'armée, je suis parti en 62. Ouais. Non, en 60. En 60, je suis revenu en 62. En 60, j'avais 20 ans. D'accord. Donc tu es parti en Algérie? Oui, je suis parti à Mézières d'abord pour 4 mois et demi. Puis le reste du temps, jusqu'en avril 62, j'étais en Algérie. Une période qu'on rapidement, qu'est-ce que tu peux dire de la guerre d'Algérie? En Algérie, moi je suis remis de mon déjà, on n'était pas trop convaincus qu'on allait là-bas pour gagner la guerre, mais il faut dire que pendant les classes à Mézières, les sous-officiers, les officiers, ils venaient d'Indochine un peu, et ils avaient tendance à nous dire, ah ben l'Algérie, on va pas la perdre, hein, parce que l'Indochine c'était loin, mais l'Algérie c'est proche. Nous, on n'était pas forcément convaincus, mais après, bon, on suivait. Rendu en Algérie, moi j'étais dans le Constantinois là-bas, d'abord Kenchela, puis après on était à côté de Batna, dans un petit bed là. Bon, moi, les 15, peut-être un mois, j'étais comme ça, on avait faire des protections de piste, quelques opérations, bon, c'est pas trop grave. Et puis là, le capitaine l'après m'a dit, tu vas aller faire un stage de radio à Alger. Alors c'était un stage de morse pour faire radio après. Je n'étais pas prédisposé à ça, mais bon, il me propose ça, donc bon, j'y vais. Et le jour que je suis parti, les gars étaient partis en opération, et là il y a eu 2-3 morts dans la compagnie que j'ai appris après. Oui, il y avait des gros coups quand même, quoi. La direction, là, c'était Kévo était arrivé avec ses copains de régiment. Kévo, c'est qui? C'était le beau-fils d'Henri Ollier. Qui va prendre la direction. C'est lui qui va pas prendre, enfin, qui vient avec une équipe d'ingénieurs, des mines, je sais pas quoi. Des mines, que des ingénieurs, il y en avait 3-4, donc c'est là qu'ils ont commencé à faire de la série, des cabines. Et après de prendre de la sous-traitance. Ouais. Ouais, parce que bon, à partir de 81, 82, quelque chose comme ça, là on avait fait des voitures entières, là, la BX, après la Xara. Et puis ben, là, il y avait quelques problèmes, quoi. Les séries ne se renouvellaient pas, et c'est là que ça a commencé à avoir des problèmes, quoi. Mais moi, je suis parti en 97. Est-ce que tu as un peu compris qu'est-ce qui s'est passé chez Eliès pour que ça se termine mal? Parce que l'entreprise de 3 ans après... Moi, après, on nous a dit que bon, la direction avait fait des procès à Peugeot, parce que c'était Peugeot et Citroën, souvent. Ils avaient fait des procès parce que bon, Peugeot ne payait pas assez, je ne sais pas quoi. Donc, et après, ils ont perdu le lien avec ces grosses maisons. Puis c'est aussi qu'il y a eu des problèmes dans l'automobile à ce moment-là. Oui. Alors, moi j'étais pas là. Moi, j'ai jamais eu de problème de personnel, de plan de... ça a toujours bien marché. Moi, je suis rentré en 54 jusqu'en 97. Après, dans les années, je sais pas, peut-être 80, à 70, 80, ils ont fait le centre d'études au pain. Centre de recherche au pain là-bas. Puis après, c'est des bus, il n'y avait pas de place pour mettre. Quand ils ont voulu
faire la BX. Les voitures en série. Ouais. À Srizel, les bus sont partis à Hortay. Ils ont fait les bus à Hortay. Alors, depuis BRM, il est fermé, je crois, depuis. C'est depuis d'autres sociétés qui ont repris ça. Okay. Ouais. Mais ils ont plusieurs marchés parce qu'en plus, ils ont aussi là-bas la fameuse cataforèse. La cataforèse. T'expliques ce que c'est la cataforèse? La cataforèse, c'est une chaîne de peinture où on plonge les pièces, les voitures entières, on plonge dedans et ça fait une protection. Depuis que les voitures passent en cataforèse, tu peux remarquer que les voitures ne rouillent plus. Avant, les voitures rouillaient. C'est un système électrique qui fait accrocher la peinture. D'accord. Alors c'était en 80-82, quand la direction a donc pris le marché pour faire les BX. Là. Il fallait donc une chaîne cataforèse pour faire cette protection. Donc ils avaient acheté d'occasion une chaîne qu'ils ont remontée à Srizel. Et là, il fallait la financer. Et le financement, la société n'avait pas de financement. Alors à ce moment-là, la gauche qui était arrivée au pouvoir avait parlé de faire des fonds salariaux. Et donc on s'est lancé avec la CGT dans ce truc-là. C'est bien qu'on a été à Paris, on a été négocié. À ce moment-là, je sais qu'on a été, c'était Martine Aubry qui était au ministère. Elle n'était pas ministre, mais elle était au ministère. Bon, au début, on s'est fait engueuler par elle un peu parce qu'on était en retard, mais bon, on avait des tuyaux. C'est bien qu'à ce moment-là, on a fait un accord avec la direction. Tout le personnel a laissé notre 13e mois pendant un certain temps, quoi, pendant que la société se refasse. Quoi. Et bon, il y avait des intérêts. Quoi. Donc, et bon, au bout d'un certain temps, on a récupéré l'argent, mais même certains, il aurait voulu le laisser parce que c'était intéressant. Quoi. Mais c'était à ce moment-là, c'était vraiment quelque chose qu'on avait négocié. Quoi. Et puis Et là, les salariés avaient participé. Quoi. Bon, je pense que la direction était reconnaissante aussi, quoi, mais bon, c'était à cette période. Bon, alors après, comme il y avait, quand je suis parti, à ce moment-là, il y avait moins de boulot, c'était plus le problème. Alors, une des particularités de Liège, c'était aussi quand même les Portugais. Est-ce que tu peux, comment tu as vécu ça? Est-ce que tu te souviens de ça? Oui, tu étais là quand ça a démarré? Oui, c'était personnel. Bon, c'est-à-dire que c'était la période où ça embauchait partout, même avant que je parte à l'armée déjà. C'était le début des années 60. Il y avait des gens, oui, c'était avant 60, il y avait des gens dans les fermes, tout, il y avait les tracteurs, tout ça, ils commençaient. Alors après, quand je suis revenu de l'armée, là, ils ont commencé à mettre des cars qui venaient de 30-40 km tous les matins, quoi, qui ramassaient les gens, quoi, parce qu'il fallait du monde. C'était les paysans qui remplissaient les... Ils avaient apuré, parce qu'il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Gauthier, il y avait et Fleury Michon et tout ça. Et là, il manquait de personnel, et là, donc ils ont décidé de faire venir des Portugais. Ils ont choisi les Portugais parce que c'était un peu la même comment dire... Même culture. C'était la même culture, oui. Donc ils allaient les chercher à la frontière, ils les amenaient là. Puis... Alors au début, bon, c'était dur, c'était que des hommes au début, avec des hommes. Alors ils les logeaient dans des petits logements, même dans des grands baraquements. Moi j'avais visité une fois... Comment on appelait ça? Comment vous appeliez? Ça n'avait pas de nom particulier. Non, mais... C'était à côté de l'église, là? C'était en bas où il y a le poste maintenant. Ouais. C'était le vieil atelier, le premier atelier. Mais alors là, ils avaient fait des cloisons, des trucs. Alors, ils avaient des garde-manger, c'était de soie à la pointe, tu sais, chacun avait sa casse. S'il y avait eu le feu là-dedans, c'était pas... Enfin bon, ça s'est passé. À ce moment-là, on voyait au carrefour de Srizel, les week-ends, tout ça, ils étaient groupés là, quoi. Ah, ils sont nombreux, quoi. Ils sont nombreux, oui. Ils sont nombreux, je crois que... Enfin, à ce moment-là, au début, il y avait que des hommes, quoi. Alors, tous les mois, ils envoyaient les pays là-bas, quoi. Alors, petit à petit, après, les femmes sont venues. Alors là, ils ont commencé petit à petit à aller dans les HLM, ils se trouvaient des maisons. Ils étaient souvent des maçons, des trucs comme ça. Il y avait... Comment ça s'est passé, cette cohabitation? Oui, moi je trouve que ça s'est bien passé. Hein. Au niveau syndical, bon, on a mis du temps, mais après on a réussi à avoir quelques délégués. Et là, à partir d'un moment, le contact était plus facile. Les gens qui parlaient portugais, parce que nous on parlait pas le portugais. Puis eux aussi, ils ont plus de français.
J'allais toute une période. C'est quand même une particularité de Srizay, quand même. Oui, oui, et je crois qu'il y a plus de 20% de la population oui, il avait, qui est d'origine portugaise. On disait que c'était la ville la plus portugaise de France. Hein. Ouais. Bon, j'avais été syndiqué dès que le CFDT s'est mis à Srizay, à partir de 64. Mais moi, à ce moment-là, j'étais un sympathisant, mais j'ai commencé à être délégué vers 68. Parce que l'usine, il y a eu quand même quelques problèmes avant 68. Il y a eu quelques personnes qui avaient été licenciées. Parce que la direction, à ce moment-là, elle n'acceptait pas trop le syndicat CFDT. Elle avait revigoré son syndicat autonome. Et bon, à partir de 68 quand même, parce qu'en 68, l'usine a été fermée. Ils ont fermé l'usine parce que bon, il n'y avait peut-être pas l'approvisionnement des pièces. Puis quand ça a recommencé, bon, la direction Kevo particulièrement, il a dit bon, maintenant il faut discuter. Alors la CFDT, il y a eu des anicroches, mais ça discutait. Il y avait des grandes négociations tous les ans. Et tu t'es retrouvé délégué syndical? Alors moi, au début, j'étais délégué du personnel, après j'ai été au comité d'entreprise, puis après j'ai été délégué syndical. D'accord. Et bon, au fil des années, justement quand je suis parti, là, après 80, dans ce travail de réception, là, et ben, à un moment donné, on était un bon groupe, puisqu'il y avait plusieurs usines à ce moment-là. Ils avaient créé le centre de recherche au pain, ils avaient envoyé les cars à Orthez. Donc il y avait peut-être bien 4 équipes syndicales. D'accord. Et en personnel, ça faisait combien? Vous étiez dans ces années-là? À ce moment-là, on était peut-être autour de 1500 à Srizay. Moi, je suis devenu permanent là, pendant 2 ans. Où je faisais le lien entre les sections du groupe, mais je gérais aussi le syndicat de la métallurgie des Deux-Èves. D'accord. Puis j'allais en réunion aussi au niveau de la fédération, j'avais un rôle à jouer à la fédération de la métallurgie. J'étais souvent parti, c'est là que j'étais souvent parti. Mais à ce moment-là, bon, syndicalement, on faisait toutes nos réunions le soir. Moi j'étais au bureau UD, j'étais au bureau du syndicat, bien sûr, toutes nos réunions hors de l'entreprise étaient le soir, c'est pas comme maintenant. Alors bon, c'était comme ça. Alors si on revient quelques années en arrière, pendant que tu étais délégué syndical, je suppose, il y a eu un événement quand même qui s'est passé ici. Ah oui. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ce livre qui est là, pile. C'est en quelle année ça? Ça c'était en 73. Tu peux nous expliquer un petit peu? La section de chez Cousseau, c'était constitué un petit peu avant. Il y a eu déjà d'autres conflits déjà. Il y a eu plusieurs conflits. Mais là, le conflit de 73, c'est qu'il avait mis à pied, enfin j'ai tout expliqué là-dedans. Ouais. Non mais rapidement. Oui, il avait mis à pied un certain nombre de filles, pour qu'on me casait, peut-être pendant une trentaine, je sais pas. Et la grève durait depuis un moment, et à ce moment-là, c'était la période où il y avait les libres qui étaient en lutte. Et les libres, ils faisaient des montres. Oui. Et ils étaient venus à Srizay, et avec ça, leur idée est venue de faire des chemisiers. Alors ils les ont pas appelés libres, mais ils les ont appelés les piles. Alors ils ont fait des chemisiers, alors pour trouver des locaux, ils avaient trouvé un paysan vers la petite Bossière là-bas, qui avait donné un sous-sol aussi. Puis ça ne suffisait pas, alors bon, c'était un peu avant les vacances sont venues, et début septembre, il fallait un autre local. Et puis là, moi j'avais ce local-là, enfin là, à ce moment-là, notre sous-sol, il était sous les parpaings, il n'y avait pas tout ça des aménagements. Donc j'ai proposé ce local. Alors c'était une période difficile, parce que ma femme était enceinte, ils sont installés, les filles qui sont là, ils ont emmené des machines, tout ça. Les machines sont venues là? Elles sont venues là, oui. C'était un gars qui avait trouvé des machines dans un collège, je ne sais pas où. Puis les filles se sont installées là, ma femme est revenue de la maternité avec une fille, et puis les filles étaient là. Et un soir, à une période donnée, c'était pas cette grève-là, mais la grève d'avant, il y avait eu des événements aussi sur Srizay, et les gendarmes allaient enquêter sur les filles pour les embêter un peu. Alors, on avait
On avait donné le mot d'ordre, on a dit ce soir, on se pointe tous devant la gendarmerie. Et à la gendarmerie, donc on avait bloqué la gendarmerie. Et on était peut-être 300 à la gendarmerie. Ah oui. Et donc ils nous avaient fait rentrer, on était 3, moi j'étais là. Et là, bon, ils ont appris le procureur, quoi. Puis ils ont pris nos noms, tout. Moi, je sais pas, même mon nom est encore là-bas. Mais finalement, après, ils ont pu embêter des filles, quoi. Ouais, ça avait été... Et à ce moment-là, on avait une puissance qui permettait ça, quoi. Et après, bon, les filles ont été licenciées. Là, c'était difficile, parce qu'il y avait différentes manifestations, il y a eu des grandes manifestations. Tout ça, c'est expliqué là-dedans. Oui. Oui, c'était un moment. Bon, maintenant, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça. Quand tu te retournes en arrière, tu fais le bilan de ta vie de famille, de travail, comment tu as réussi à gérer le tout? Je ne regrette pas grand-chose, mais bon, non, faut dire que si j'avais pas été syndiqué, j'aurais fait comme d'autres, j'aurais devenu un chef, un petit chef sans doute, parce que la plupart des gens qui n'étaient pas syndiqués, c'est dans ma génération, c'est ce qu'ils sont devenus. Mais moi, je suis devenu quand même responsable à la fin, sans renier mes convictions. Ce qui est pas mal. Oui, c'est pas mal, oui. Non, mais... Oui, bon, faut dire qu'il y a... On a eu des accrochages avec la direction, hein, ça c'est sûr. Mais il faut dire que depuis 68 quand même, quoi. Comment tu définirais le syndicalisme tel que vous l'avez pratiqué? Comment tu dis? C'était un syndicalisme d'adhérents, puis qu'on tenait compte de la réalité, quoi. Hein, on négociait, hein, bon, on n'obtenait pas toujours ce qu'on voulait, quoi. Mais vous n'êtes jamais rentré dans des conflits durs? On a eu quelques conflits, mais sur Cerizay, on a des conflits de 2-3 jours, pas jamais des conflits très longs, quoi. Il y en a eu un, peut-être bien en 81, là. Et là, la direction a été mauvaise un peu après. Puis après, c'est là que Mauroy, là, qui était président du président, qui est Premier ministre. Premier ministre, oui. Il est venu à Cerizay, puis ça s'est arrêté. Il cherchait plus d'histoire après. Et donc après, sur le foot, oui. Mais après, moi, quand je me suis marié, j'habitais à la Forêt, après à Cerizay, puis je suis venu là en 68. Et bon, après, j'ai pas joué au foot, après, je jouais plus au foot depuis longtemps, mais bon, j'avais une équipe de copains, alors il y en avait déjà qui étaient responsables du foot, alors bon, je suis devenu dirigeant du foot. Après, bon, j'ai fait le foot, puis j'avais le syndicat, donc c'était déjà pas mal. Hein. Puis il y a eu la vie municipale. Les municipales sont venues, moi j'étais déjà plus au syndicat à ce moment-là. T'étais plus. Parce que si je m'étais présenté une fois, c'était pas longtemps après que les filles étaient venues là. Ah oui. À ce moment-là, j'avais pas une bonne renommée. Moi, j'avais pas été élu. C'était à ce moment-là où on pouvait rayer les noms. Et puis après, je me suis représenté sur une partielle en 95 là. Puis il manquait 3, 4, même peut-être 5 ou 6 à ce moment-là. Mais là, j'avais été bien élu. Hein. Puis 2 ans après, j'étais réélu. Et puis, à ma grande surprise, j'étais élu aussi adjoint. À ce moment-là, c'était plus comme maintenant. Les gens, ils votaient comme ça. Puis quand le vote est passé, c'était moi qui étais élu adjoint. Je n'étais pas du tout candidat. Comme pendant que j'étais adjoint, j'avais été ceux qui avaient monté la MARPA. Là. Bon, j'ai été trésorier de l'association qui fait l'animation de la MARPA. D'accord. Et là, j'ai arrêté il y a 2 ans. Là, maintenant, je m'occupe d'une petite association là, qui s'appelle Patrimoine et Savoir, si tu dois connaître. Ah ben oui. Alors, je ne suis pas dans... Patrimoine et Savoir, explique un petit peu. Patrimoine et Savoir, c'est un groupe qui récupère les anciens outils agricoles, ménagers et autres, quoi. Tous les anciens appareils et autres, dans un local qu'ils ont dans une ferme, et puis qui essayent de faire connaître tout ça, quoi. Alors moi, je ne suis pas dans les instances dirigeantes, mais je suis chargé de tenir à jour le site internet. Ah oui, tu es spécialiste d'internet. Oui, je suis spécialiste. Je sais faire ça, il y a des autres que je sais faire.